Donc, vous étiez nombreux là dans vos attentes à nous indiquer que vous souhaitiez renforcer un peu vos connaissances en éco-conception. Oui, sur les matières, mais de manière générale aussi sur la démarche d'éco-conception. Donc, c'est parfait puisqu'on avait prévu de vous réintroduire ce concept en premier lieu et en quelques minutes. Alors, du coup, l'éco-conception, la première chose à savoir, c'est que ça fait partie d'un concept qui s'appelle l'économie circulaire. Alors, l'économie circulaire, si ça ne vous parle pas, ça va être un système d'économie qui vise à remplacer l'économie qui est dite linéaire, qui consiste à produire, utiliser, jeter. Et là, l'idée via un système circulaire, c'est un système économique d'échange et de production où à chaque stade du cycle de vie d'un produit, on va augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources, diminuer l'impact sur l'environnement et développer le bien-être des individus. Donc ça, c'est une définition générique de l'économie circulaire. Cette économie circulaire, elle est composée de 7 piliers, là qui sont sur le schéma à l'écran, qui vont de l'extraction des achats durables, de l'économie de la fonctionnalité, la consommation responsable, le recyclage et aussi l'éco-conception. Donc, pour résumer, l'éco-conception, c'est un des 7 piliers de l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est un concept global et l'éco-conception, c'est un outil parmi tout ce concept. Donc, pour définir l'éco-conception en elle-même, je vous ai mis, entre guillemets, une définition que je vous propose ce matin. Ça va être l'éco-conception qui vise, dès la conception d'un produit, d'un bien, d'un procédé, de prendre en compte tout son cycle de vie, donc l'extraction des matières premières, la fabrication, la production, la confection, les teintures, le transport, l'entretien, le lavage, le repassage et la fin de vie. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être réutilisé, recyclé, dans le but final de minimiser les impacts sur l'environnement? Donc, ah voilà, formidable, ça fait apparaître un schéma. Donc, vraiment, l'idée, c'est que là, sur mon schéma, vous voyez la phase de conception est en bleu et sortie du schéma cycle de vie d'un produit, où l'idée, ça invite à réfléchir en amont, dès la conception d'un produit, à comment, sur chacune des phases du cycle de vie, je peux réfléchir à réduire son impact sur l'environnement. Donc, pourquoi ça peut être intéressant de se lancer dans une démarche d'éco-conception? Bien sûr, le premier intérêt qu'on voit, c'est donc de minimiser l'impact environnemental sur ces produits, mais il y en a d'autres, comme de répondre aux attentes des consommateurs, qui sont de plus en plus élevées en termes d'attentes environnementales, sociales également. L'innovation, en fait, éco-concevoir, ça va permettre de trouver des nouveaux procédés pour concevoir ces produits et donc innover. Ça peut parfois aussi être signe de gain économique. On y pense moins, mais l'éco-conception, ça peut aussi avoir un intérêt financier. Le respect des réglementations, donc vous n'êtes pas sans savoir et sans connaître les nouvelles lois telles que la loi AGEC de 2020 et la loi climat et résilience qui sont de plus en plus exigeantes et poussent les marques, les metteurs en marché à se tourner vers de l'éco-conception. Donc, des bénéfices, il y en a beaucoup. C'est une priorité pour nous, Refashion, puisque ça permet l'éco-conception de réduire la quantité de déchets textiles et chaussures, puisqu'on améliore la durabilité des produits et on améliore leur recyclabilité. On intègre des matières recyclées dans les produits. Donc, tout ça, ça sert bien notre objectif final, qui est de réduire la quantité de déchets textiles et chaussures. Alors, quelques grands principes à connaître sur l'éco-conception. Donc, c'est une approche qu'on dit multi-étapes. Donc, ça, c'est déjà la notion cycle de vie que je vous ai présentée. C'est comment on va pouvoir réfléchir à chacune des phases du cycle de vie d'un produit, à la réduction de son impact environnemental. Donc, pour les passer un petit peu plus en détail, le cycle de vie, ça passe tout d'abord par les matières premières, donc la phase d'extraction des matières synthétiques, par exemple, qui sont d'origine pétrole, la phase agriculture, si c'est par exemple du coton, la phase d'élevage, si c'est de la matière animale. Après, la préparation des fibres et leur filature.
Ensuite, ça va être soit tissé, soit tricoté, puis ennobli, donc teint, par exemple, ou alors on va apporter des apprêts pour donner des caractéristiques spécifiques au produit. Ça va être confectionné pour arriver à un produit fini, distribué, transporté, entretenu au sein des ménages, donc repasser, cirer les chaussures, laver ses vêtements. Et puis après, ça arrivera en fin de vie, le consommateur voudra se débarrasser de son produit. Alors, soit malheureusement, ça arrivera dans un flux de déchets qui est non valorisable, mais je ne vous invite pas à le faire. Je vous invite à trier vos textiles et chaussures pour qu'ils soient demain réutilisés, s'ils sont en bon état, ou alors s'ils ne sont pas réutilisés, recyclés, pour pourquoi pas en retirer la matière première et en refaire un fil, et en refaire un t-shirt, un jean, ou alors si c'est pas en boucle fermée, qui s'asservent dans d'autres industries, donc par exemple dans l'isolation, dans l'industrie de la plasturgie, etc. Donc, c'est une approche multi-étapes et multi-critères, puisque là, vous voyez sur mon petit schéma, à chacune des phases, eh ben, il y a des impacts. On utilise des produits chimiques, on consomme de l'énergie, on consomme de l'eau, il y a des enjeux sociaux, ça crée des déchets. Donc, il faut vraiment venir prendre en compte tous les impacts sur l'ensemble des phases du cycle de vie du produit. Dans une démarche d'éco-conception, on a à cœur que ce soit une démarche qui soit multicritère et éviter de ne regarder qu'un seul impact. Par exemple, si on regarde que l'impact CO2 et qu'on omet d'autres impacts tels que la consommation d'eau, l'utilisation de ressources non renouvelables, ben, on peut parfois passer à côté de certaines pistes d'éco-conception et de regarder les résultats avec des œillères si on ne regarde qu'une seule catégorie d'impact. Donc voilà pour les grands principes d'une démarche d'éco-conception. Peut-être un point important qui serait à rajouter, c'est que c'est une démarche de compromis. Éco-concevoir, il faut faire des choix. Et on est aussi là pour vous rappeler, dans le cadre de ces ateliers, qu'il n'y a pas de solution unique. Il faut parfois choisir son combat en éco-conception. Alors, je vous ai mis quelques catégories de grandes stratégies d'éco-conception qui vont être, par exemple, éco-concevoir pour allonger la durée de vie ou éco-concevoir pour plus de circularité. Alors, est-ce qu'on veut éco-concevoir pour faciliter le recyclage, pour faciliter la biodégradabilité? Ou alors est-ce qu'on veut éco-concevoir pour durer, pour réparer? Et parfois, tout ça, mais il faut choisir son combat parce que ça peut être des démarches qui parfois peuvent se contredire. Mais c'est une démarche aussi de compromis. Si tu peux appuyer une fois sur la slide, Clotilde, puisque ça va dépendre forcément de votre offre produit, des coûts. Dans vos attentes, vous nous avez parlé de la marge, du temps dont vous disposez, des attentes de vos clients, de l'identité de la marque. Donc, en fait, mettre en place sa démarche d'éco-conception, il faut prendre en compte un certain nombre de critères en plus de la réduction de l'impact sur l'environnement. Et pour terminer, il me semble que c'est ma dernière slide là, sur l'éco-conception. Il y a plusieurs niveaux. Chacun ne se lance pas de la même manière dans une démarche d'éco-conception. Il y a parfois des niveaux où on parlerait plus d'éco-reconception des produits. Et puis parfois, on fait un vrai pas en avant et on parle d'éco-innovation. Donc, le niveau 1, ce serait comment on peut, par exemple, agir sur le choix des matières. Donc, je suis désolée, Clotilde, il y a plein d'effets sur mes slides. Si tu peux avancer petit à petit, comme ça s'affiche. Mais tu peux tout mettre d'un seul coup. Donc, comment on peut agir sur les matériaux et les composants? Donc, ça, ce serait le premier niveau en éco-conception. Le deuxième, ce serait comment on peut agir sur l'architecture du produit. Donc, par exemple, puisque on peut s'orienter vers un patronage zéro déchet pour diminuer les pertes matières. Le troisième niveau, c'est comment on peut innover sur la fonction des produits. Donc, est-ce qu'on imagine, par exemple, un produit qui serait réversible et qui remplirait plusieurs fonctions, ou un vêtement qui grandit avec l'enfant? On a vu ce genre d'initiative qui permet d'allonger la fonction du produit. Et puis, niveau 4, ce serait carrément un nouveau modèle économique et s'orienter plutôt vers une économie, pourquoi pas de la fonctionnalité, où on n'est pas propriétaire de son produit, mais par exemple via un système de location, ce qui permet d'élargir le nombre d'utilisateurs sur un seul et même produit et donc d'allonger sa durée de vie.
Donc, il y a plusieurs niveaux. Chacun se lance à son rythme et avec son niveau de maturité et en fonction des compromis qu'il est capable de faire sur l'éco-conception. Euh, et puis, c'est une démarche aussi de petits pas pour commencer par un niveau 1 et puis finir au niveau 4.